retrouver tous pour cette deuxième journée du 34e ou 35e, on ne compte plus, je vous l'ai dit déjà. Et depuis hier, j'en sais pas plus. La 35e édition du festival Étonnant Voyageur. Merci, merci d'être au rendez-vous dès ce matin pour un beau plateau avec Ananda Devi qui est à côté de Pascal, avec Christina Karakovila qui est à ma droite, qui va être interprétée par Marie Fürstner, une habituée de la maison. Et puis à côté de moi, Estelle Sarabul. Voilà, un plateau de femmes talentueuses et fortes, et qui nous racontent des histoires talentueuses et fortes également. Voilà. Alors on va commencer peut-être tout de suite avec Estelle Sarabul, qui est fille d'un père guadeloupéen et d'une mère ayant grandi à la frontière franco-belge. Voilà, elle a été. On a parlé la langue créole quand même chez vous depuis. On parlait ch'ti et créole. Ah, c'est bien. Un peu français, un peu aussi. Ah, Pas tant que ça. Son premier roman, Là où les chiens aboient par la queue, je ne sais pas si vous en rappelez, est sorti chez Liana Levy en 2018. Il a été salué par la critique, il a remporté plusieurs récompenses prestigieuses. Et cette année, l'actualité d'Estelle Sarabul, c'est un nouveau livre qui s'intitule Basse Terre, qui est toujours édité par Liana Levy, bien sûr, et qui va nous emmener en Guadeloupe à un moment où la Soufrière, le volcan La Soufrière, qui tout saute habituellement, hein, ce qui ne fait peur à personne apparemment, hein, tout le monde a l'air de trouver ça normal, mais là il tout saute un petit peu plus que d'habitude, et puis il envoie des cendres, et on se dit quand même qu'à ce moment-là la situation devient peut-être un petit peu plus inquiétante, et il va falloir prendre des décisions. Mais alors, auparavant, on va faire connaissance peut-être avec les protagonistes de l'histoire. Il y a Eucat. Alors Eucat, c'est une vieille dame qui a une maison qu'elle a construite elle-même. oui, oui, Kat, elle a eu une longue vie avant de se retrouver en juillet 76 au pied d'un volcan qui se réveille et qui montre des signes très alarmants. Donc, Oui. ouais, Elle a l'air de prendre ça avec beaucoup elle de en a sérénité. tellement vu avant que finalement, elle se dit bon, un aléa de plus ou de moins dans ma vie, ça va rien changer. En tout cas, je vais pas changer ma façon de vivre juste parce que le volcan qui est derrière moi se réveille. Alors, est-ce qu'on peut déjà un peu dire pourquoi elle vit dans cet endroit un petit peu isolé, difficile à atteindre, Mhm. et elle y vit avec sa petite fille? Oui, oui, parce qu'elle a connu beaucoup de pertes et de traumatismes tout au long de sa vie. Ça a commencé quand elle avait une vingtaine d'années, 28 ans, avec le cyclone de 1928 qui a été ravageur en Guadeloupe, en Martinique et aussi sur la côte américaine. Il a laissé des souvenirs dans toutes les Amériques. Et donc là, elle a déjà vécu une perte traumatique. Et puis ensuite, elle a travaillé, elle a connu des rapports de force écrasants là où elle travaillait. Elle est partie, elle a eu d'autres enfants, ça s'est plus ou moins bien passé. Et finalement, la vie l'a amenée à s'installer elle-même dans cette petite case qu'elle a construite de ses mains et où elle élève comme elle peut sa petite fille, puisque sa fille a dû partir et lui a laissé cet enfant. Donc en fait, je voulais faire un contraste entre ce qu'il y avait de plus puissant, de menaçant et de fort, qui est ce volcan sur le point d'entrer en éruption, et ce qu'il y avait probablement dans notre société de plus fragile, c'est-à-dire deux femmes, une vieille dame et une enfant, donc, et qui vivent au pied de ce volcan. Mais cette vieille dame, c'est quand même une résistante, hein. Oui. Là, vous dites à un moment que c'est presque une aberration que sa case existe encore à cet endroit, parce que on gagne sur la forêt qu'on détruit, bien sûr, gagne, mais là, il y a toujours la petite case de Oui, parce Cat. qu'on est en 1976 et à ce moment-là, en Guadeloupe, arrive le tourisme de masse, la modernisation, les routes sont goudronnées et surtout, les gens, ce qu'il y a de plus moderne et de plus enviable à cette époque, c'est d'avoir du béton et de construire des maisons en dur plutôt que traditionnellement les vieilles cases en bois. Donc elle fait figure effectivement d'arrière-garde par rapport à ce mouvement de modernité.
Alors, au moment de cette aggravation, on va dire, des tout-sautements de la soufrière, la question c'est doit-on rester, doit-on partir? Bon, la question ne se pose même pas pour eux quatre, hein. Vous imaginez une Mhm, femme rebelle, elle, bon, voilà, elle va vivre avec, enfin, mhm. on verra. Et puis les autres protagonistes font partie d'une famille qui s'appelle la famille Bévarot. Mhm. Ils se trouvent de l'autre côté de l'isthme, c'est ça. Alors, Basse-Terre, expliquez-nous un petit peu ça. Alors oui, parce qu'en fait, la Guadeloupe a une forme de papillon. Et donc, la partie, si vous êtes face à une carte, la partie gauche, c'est la partie montagneuse, que bizarrement on appelle Basse-Terre, mais en fait, c'est la partie la plus haute. C'est là que se trouve le volcan. Et la partie de droite, qui est un peu plus large, est complètement plate. C'est le royaume de la canne à sucre, alors que de l'autre côté, c'est plutôt la banane. Et donc, du côté plat, c'est là qu'il y a toutes les plages. Si vous connaissez, je ne sais pas, Saint-François, Sainte-Anne, voilà, les belles plages très faciles d'accès sont dans cette partie-là, alors que de l'autre côté, c'est plutôt le territoire de la randonnée, de la montagne. Donc, ces deux parties qui n'ont rien à voir, en fait, on a l'impression que c'est une seule île, la Guadeloupe, mais ces deux parties ne sont même pas géologiquement de la même époque. C'est une curiosité en fait géologique, mais c'est comme ça. Et donc dans la partie plate, il ne se passe absolument rien. Autant de l'autre côté, tout le monde commence à s'inquiéter fortement, il y a des pluies de cendres, il y a des tremblements de terre. Autant de l'autre côté, c'est mer calme. Alors, il y a cette famille, la famille Bévarot, Elias, donc un personnage fort et haut en couleur, l'aîné de 14 frères et sœurs. Il faut dire que ça doit. Voilà, il faut prendre les choses en main, ça c'est sûr. Il est le gardien, il est le gardien des terres de la famille. Il est père de Berthe, d'Ange et de Daniel. Et au moment où le roman commence, Daniel revient après une absence de 17 ans. Il est parti vivre Oui, dans en France l'Hexagone, ouais. et il revient après 17 ans d'absence pour passer un mois de vacances chez son père, Mhm. Elias, mais avec femme et enfant. Oui, c'est ça, il est parti à 17 ans, encore presque gamin, comme beaucoup d'Antillais qui viennent dans l'Hexagone pour diverses raisons, soit pour gagner sa vie, soit pour faire ses études, soit dans son cas c'était avec l'armée. Et puis il ne rentre pas parce que ça coûte cher dans les années 70 et il revient 17 ans plus tard, homme fait, marié avec 2 enfants qu'il a eu ici. Donc ça va être les retrouvailles au bout de 17 ans avec son père. Et ce qui est intéressant dans le personnage de Marianne, la femme de Daniel, Oui, c'est qu'elle découvre, comme du coup, elle nous fait découvrir aussi, oui, avec ses yeux, la culture, la manière de vivre et tout ça. Donc, oui. c'est très intéressant d'avoir aussi créé ce personnage Bah oui, parce qu'elle, de... elle est née à Châteauroux dans l'Indre, donc la Guadeloupe, c'est un peu terre mystérieuse pour elle quand elle arrive là-bas. Et vous dites d'ailleurs à un moment que c'est sans doute plus difficile pour quelqu'un de revenir que pour quelqu'un qui va tout découvrir. Vous dites que c'est plus difficile pour Daniel, par exemple, ce Oui, retour. oui, bah ça, je l'ai constaté, notamment un peu avec mes parents, hein, comme je vous dis, une ch'ti et un Guadeloupéen. Bah, en fait, c'est universel. Quand on quitte un territoire, longtemps, de longues années, bah, ce territoire continue à vivre pendant notre absence, hein, on ne nous attend pas. Et nous, bah, on évolue autrement parce qu'on est amené à vivre ailleurs. Et quand on revient, souvent, il y a un décalage entre ce qu'on est devenu, ce que le territoire est devenu. Et on a ses souvenirs, mais quand on revient, les choses ont changé, c'est plus pareil. Donc on se sent un petit peu en décalage. Alors que quelqu'un qui découvre, comme Marianne, Et qui a envie en plus, et qui a qui a envie et une qui grande voit la appétence. mer des Caraïbes, qui trouve ça magnifique. Il n'y a pas tout ce passif et cette ambiguïté derrière. Et parfois même, en tout cas en l'occurrence, elle va être mieux accueillie que Daniel, qui est considéré par les habitants comme celui qui est parti, qui revient, qui parle plus vraiment créole. Alors qu'elle, elle essaye 2, 3 mots de créole et tout le monde est content, quoi, et tout le monde l'encourage. Donc c'est pas la même expérience. Alors, on a parlé de la soufrière, vous placez ça aussi sous vous évoquez la guerre qu'il y a eu entre les scientifiques à cette époque, au moment du, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, entre autres Haroun Tazieff et Claude Allègre.
qui se disputaient. L'un était pour évacuer absolument tout le monde de cet endroit, et l'autre disait mais non, c'est rien du tout. Ça a été violent. Donc les gens qui se demandaient faut-il partir, faut-il rester, ils étaient ballottés entre les... Oui, oui, alors on a oublié un peu ces Ça, figures, c'est mais historique, hein. c'est Ça a historique, oui, existé. oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Haroun Tazieff. Moi, je me souviens quand j'étais Il est petite. venu ici, il est Il est venu? venu au, Ah au oui. festival dans les Bah, premières ça années. m'étonne Oui, pas. oui. Voilà, c'était le baroudeur par excellence qu'on voyait sauter au-dessus de lacs de lave un peu partout dans le monde. Et que les scientifiques n'aimaient pas trop, faut Voilà, bien dire. voilà, et Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation, qui à cette époque était à la tête de l'Institut de géophysique du globe. Oui. Lui, c'était un scientifique un peu moderne, qui avait fait ses études aux États-Unis, qui était plutôt quelqu'un de laboratoire, qui analysait des données. Donc il y avait une espèce de mépris entre eux. L'un, Haroun Tazieff, disant mais vous connaissez pas vraiment les volcans parce que vous n'allez pas mettre les mains dans la lave, alors que Claude Allègre disait mais vous connaissez rien aux données, vous savez pas ce que c'est que d'analyser scientifiquement les choses. Et donc c'est vrai qu'Haroun Tazieff a dit il faut pas bouger, il va rien se passer. Et Claude Allègre lui a dit non mais ça va être une catastrophe, il faut évacuer tout le monde. Après, hein, vous savez ce qui s'est passé? Non, bah si vous ne vous rappelez pas, vous le redécouvrirez dans le livre. Et puis, on suit aussi donc la vie de tous ces personnages qui se dévoilent au fil du temps. La petite Anastasie, la petite fille donc de Kat, qui elle est élevée par cette grand-mère qu'elle adore, hein, mais qui ne connaît pas son père. Enfin, elle sait qui est son père, mais celui-ci ne veut pas la connaître. On découvre aussi l'histoire de Kat qui a effectivement fui l'habitation avec un H majuscule. Oui. Pourquoi un H majuscule? Alors ça, c'est dans le vocable de l'histoire antillaise, c'est pareil. Voilà, l'habitation, en fait, c'était le domaine des maîtres qui étaient propriétaires d'esclaves et qui avaient des grandes terres exploitées par les esclaves. Donc l'esclavage a disparu, mais pas les habitations. C'est-à-dire que les anciens propriétaires d'esclaves sont toujours aujourd'hui les propriétaires de la majorité des terres en Guadeloupe et vivent dans des maisons somptueuses qu'on appelle encore des habitations. Il y a aussi un personnage qui s'appelle Ange, comment est-ce qu'on peut dire un mot de Ange qui fait finalement presque un peu la liaison entre ces deux familles, entre Kat, sa petite fille, et puis Elias et le reste de sa famille. Oui, oui, exactement. Ça va être lui le lien entre Anastasie Kat côté volcan et la famille Bévaro côté plat. Parce que lui, il appartient à la famille Bévaro, mais il a l'habitude de circuler dans toute l'île, notamment à vélo. Et il a développé une espèce d'amitié que personne ne comprend vraiment avec Kat, qui est beaucoup plus âgée que lui. Et au départ, dans les années 60, c'était quelqu'un qui portait beau, qui était entrepreneur, qui était promis à une belle situation dans l'île. Il était magnifique. Daniel, donc c'est son petit frère, se souvient de lui comme étant un grand frère adoré. Et puis, il va se passer des choses qui font que tous ces espoirs qu'on a mis en lui ne vont pas se réaliser. Et la seule qui le comprend un peu dans sa déchéance, c'est Eucat. Oui. Alors, Daniel se pose plein de questions hein, sur ce qu'il est, qui il est, etc. Ça s'explique en partie par l'absence de la mère. Hein, Sophie Bévaro, dite Minette, épouse d'Elias, qui est absente. Et vous écrivez ceci. Cependant, l'absence d'une mère, d'une épouse n'expliquait pas tout. Il y avait quelque chose d'autre qu'il partageait avec tous les Bévaro, craintivement éparpillés dans le bourg, et plus largement avec tous les Noirs et les mulâtres de l'île, ouvriers et pêcheurs, chômeurs et étudiants boursiers, élus locaux prenant leurs ordres chez les béquets, artisans qui se voyaient refuser un prêt en banque, hommes faits sachant d'avance qu'un emploi qualifié leur serait refusé, femmes mûres sortant péniblement de l'église en repliant leur éventail après avoir prié pour leur fils emprisonné en France, fiancés cousant leurs robes de mariée avec des chutes de tissu jetées par la patronne. Ce quelque chose était un sentiment d'humiliation qui pesait sur eux tous depuis bien avant leur naissance et dont ils ne parvenaient jamais à se défaire. Ce sentiment n'avait commencé à s'apaiser chez Daniel que lorsqu'il était arrivé à la base militaire de Châteauroux et avait rencontré Marianne. Donc c'est important de découvrir qu'il y a encore ce sentiment, qu'il y a en 76, mais je pense que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Oui, oui. Bah, c'est des sociétés, donc, comme je disais, qui ont connu l'esclavage. Hein, ça a duré plusieurs siècles, donc ça ne s'efface pas comme ça, et les traumatismes sont là, ils se transmettent de génération en génération.
génération. En plus, c'est des sociétés encore très stratifiées, comme je vous l'expliquais. Il y a les grands propriétaires terriens qu'on appelle donc les béquets, qui possèdent tout. Quand vous allez en Guadeloupe, vous atterrissez, vous louez une voiture, ça appartient aux béquets. Vous allez au supermarché, ils appartiennent aux béquets. Vous allez retirer des sous aux distributeurs, les banques appartiennent aux béquets. Donc toute l'île est gouvernée par ça. Donc du coup, ça crée effectivement des sensations de rancœur, d'aigreur, de frustration, avec le souvenir de ce qui s'est passé dans les siècles passés. Ça perdure. Alors, Elias va accueillir. Alors, du coup, tout le monde va venir se réfugier chez Elias, alors qu'il méprisait un petit peu l'endroit où il vivait, puisqu'il gardait les terres de la famille. Mais quant à savoir ce que va devenir Eucat, ce que va devenir Anastasie, ce que vont devenir les membres de la famille d'Elias, eh ben, vous lisez le livre, hein. Vous ne croyez pas que je vais tout vous raconter, il n'en est pas question. Et je vous assure que c'est un livre très beau, très prenant. Merci. Plein de tendresse et aussi de dureté, parce que la vie est difficile là-bas aussi. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. C'est bien, tu crées des feuilletons en fait, Maët. Oui, c'est Avec ça. un roman, tu crées des feuilletons. J'aime beaucoup le titre de ce café littéraire, Il, les îles entourées d'eau, et Elle, les femmes fortes dont tu parlais. Merci, c'est moi qui l'ai trouvé. Mais je sais, mais je tenais à le dire. Ah ouais. Et effectivement, il y a trois milieux insulaires, là, avec vous trois. Mais il y a aussi cette question des rapports entre les hommes et les femmes. Et puis, il y a ce qui vient d'être dit, là, sur finalement une double identité ou une séparation qu'on retrouve aussi chez vous trois. Et on parlera de ça avec ce livre de Christiana Kaoya. C'est ça. Après, je dirais Christiana. 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuverie, aux éditions Au Vent des Îles. Ça vous donne Le tout de titre est suite beau, hein. le titre. Alors, c'est un recueil de nouvelles. C'est le titre du recueil en français. C'est pas le titre en anglais. Et c'est le titre d'une des nouvelles. Alors, je vais dire un petit mot. Vous êtes né à Hawaï, vous avez grandi en Californie, vous êtes diplômé en arts appliqués de l'Université du Michigan en littérature comparée à Princeton. Vous avez été journaliste pour divers magazines avant d'enseigner le français, la littérature comparée. Moi, j'aime beaucoup quand on enseigne la littérature comparée. Je trouve que c'est le meilleur domaine de la littérature. Ce qu'on fait ici tout le temps, en fait. C'est votre premier livre ? Premier livre, qui a été de suite repéré aussi bien par la critique, par le public aux États-Unis, et ce qui lui vaut cette traduction en français de Mireille Vignol. Alors Hawaï, je le dis un peu parce qu'on ne sait pas forcément exactement, c'est un État américain. Et c'est le seul État américain qui est dans le Pacifique, hein, puisque ça fait partie de la Polynésie, de toutes ces îles, ce chapelet. C'est aussi un archipel volcanique. On connaît l'attrait touristique de Hawaï, en tout cas l'image hollywoodienne qu'on en a. Et ça part un petit peu de ça. Et ça va être ma première question, Christiana, parce que en anglais, le titre n'est pas celui-là, mais le titre de la première nouvelle qui est « C'est le paradis ». Et c'est un titre de suite très ironique, avec une histoire qui est très rude en fait. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi vous aviez choisi ce titre en anglais, et puis peut-être après ce que ça fait d'avoir changé le titre en français. Qu'est-ce que ça change pour vous même? Alors c'est le paradis d'abord. Thank you so much. Aloha mai kako. Bonjour, Mr. Dam. Yes, for me, in English, the title, in the US, if you say, where is paradise? Anyone would say Hawaii. But if you say that here, it might be Tahiti or somewhere else. So it was important in the US context that this is paradise would really refer to Hawaii and the
the postcard, the carte postale idea of Hawaii, which then I'm turning and layering in a different way. Alors, il faut comprendre que dans le contexte américain, quand on vous demande où est le paradis, tout le monde vous répondra Hawaï. De la même manière qu'en France, si on vous demande où est le paradis, peut-être que vous répondrez Tahiti. Non, Saint-Malo. Mais donc, si on replace dans le contexte américain, on a vraiment cette notion de la carte postale, l'endroit parfait. Et donc, j'ai décidé de prendre cette image de départ et de stratifier, de rajouter des couches. But of course, when we did the title in French, it had to be something else. It had to suggest Hawaii. It had to maybe suggest some of the darker humor of the stories. And so my very brilliant translator suggested this title, which is one of the titles of the short stories. And I think it gives the right feel for this translation. Mais en France, évidemment, pour suggérer Hawaï, il fallait autre chose. Et c'est ma traductrice qui a suggéré le titre de cette autre nouvelle, qui fait référence, par exemple, à l'humour noir spécifique. Et effectivement, ça traduit tout à fait cette atmosphère. Alors c'est vrai que ces nouvelles sont à la fois drôles et rudes. Elles sont les deux à la fois. En fait, c'est un aperçu des relations entre les habitants, des tensions qu'il y a entre ceux qui viennent comme touristes, ceux qui sont sur place, ceux qui sont partis effectivement étudier ailleurs, qui reviennent, qui sont plus tout à fait pareils, qui retrouvent plus la même chose et qui se posent des questions sur leurs relations, sur la langue, sur leur méconnaissance finalement de ce pidgin, ce mauvais anglais, cet anglais pourri qui n'est plus trop parlé, qui n'est plus trop compris. Et justement, dans C'est le paradis, il y a tout ça d'emblée, on le voit. Mais c'est raconté comme un chœur. Il y a des femmes de toute origine, de toute nature. Il y a des femmes de ménage, il y a des surfeuses, il y a des gens qui viennent de loin, effectivement. Et vous avez choisi un regard multiple d'emblée pour la première nouvelle, pour essayer de donner peut-être une vision multiple d'Hawaï dès le départ. Kaléidoscope. Ah oui. Yes, I was very fascinated by the idea of telling a story from the plural, from the we or the new. And I wanted to know what would happen if it was really a communal voice. And then actually 3 different communities of women. There are surfer girls, there are older women who work in the hotels, who work to clean the hotels. And then there are these professional women who have lived in the continental US and now come home. And it's that similar tension of what you were speaking about, Estelle, that now they're back and they're not sure they quite fit in anymore. Oui, alors effectivement, j'étais absolument fascinée par l'idée d'une histoire qui serait racontée au pluriel, avec le « nous ». Et je me demandais ce que ça donnerait si on racontait l'histoire avec une voix commune. Donc effectivement, on a 3, disons, communautés, groupes de femmes. On a d'un côté les surfeuses, ensuite des femmes un peu plus âgées qui s'occupent du ménage dans un hôtel. Et enfin, on a ces femmes professionnelles nées à Hawaï mais qui sont parties sur le continent américain pour travailler et qui reviennent à la maison des années plus tard avec la même tension que celle que tu as décrite, Estelle, parce qu'elles reviennent chez elles mais elles ne sont plus sûres d'appartenir. And then also what would happen with these groups of women as they come into contact and tension with this one tourist girl, this young woman who's a tourist. And so it's in that tension that I'm trying to explore what it means to be a tourist, what it means to visit a place, and also what it might mean to call a place home. Et ce qui se passe dans cette histoire, c'est évidemment quand ces 3 groupes de femmes entrent en contact avec une jeune touriste. Et ce que je voulais vraiment étudier, c'était ce que c'est que d'être touriste, ce que c'est que découvrir un nouveau lieu. Et comment un lieu devient chez soi
comment on se l'approprie? Alors ça devient un chez-soi, mais ça devient aussi une fin violente, une mort. Et ça donne aussi d'emblée un des autres thèmes qui parcourt tout le livre, c'est la relation entre les hommes et les femmes, puisqu'il y a une autre nouvelle qui raconte le ressentiment, la vengeance d'une gamine envers son père, envers tous les hommes. Il y a cette histoire, la fille d'un éleveur de coqs qui cherche à se venger aussi, mais qui va découvrir des choses en fait sur son père. Il y a la dernière nouvelle à la bonne vieille manière des Pagnolos. Les Pagnolos, c'est des éleveurs de bétail, c'est ça? De cow-boy, oui, de cow-boy, pardon. Qui là réfléchit aussi sur la question des genres, sur les relations entre un père et un fils qui n'est pas celui que le père voudrait être. Qu'il soit. Et voilà, il y a toutes ces relations assez étendues. Est-ce que pour vous, c'était aussi important, non pas seulement de parler d'Hawaï, et peut-être ce conflit entre le loin, l'ailleurs et l'île, mais aussi des relations entre les hommes et les femmes? Yes, it was. As you mentioned in my bio, I grew up in California, so in the continental US. My dad is Hawaiian. Kanaka Maoli is the word for native Hawaiian. And my mom was descended from German, Norwegian immigrants. And Une Aole. yes, a haole. Haole. She is. Alors, donc pour vous resituer un petit peu mon contexte à moi, j'ai grandi en Californie comme tu l'as dit, et je viens donc d'un père hawaïen, Kanaka Maoli, comme on appelle les autochtones là-bas, et une mère de descendance germanique et norvégienne, donc Aole. So my parents had a very happy marriage, but always the lens of understanding what it meant to go home to Hawaii, to visit Hawaii. I now live there. The choice to move back there and live there and raise my child there has also been a lens of understanding, a man and woman's relationship, trying to understand one's parents and the decisions they made. So I felt I could explore these ideas in fiction, and I could let my fictional characters maybe go to places that my parents wouldn't, which is probably a good thing, and also go to imaginative places where I could understand something more deeply. Alors, mes parents ont eu un mariage tout à fait heureux. Mais effectivement, ce que je voulais travailler, c'était aussi cette compréhension donc, du lieu, puisque je suis retournée à Hawaï, j'ai rendu visite à mes parents tandis que je vivais en Californie, puis ensuite j'ai décidé de redéménager là-bas. Donc j'y habite maintenant, j'y élève mon enfant. Mais disons que écrire ces nouvelles, c'était un moyen de comprendre la relation, de comprendre ce qui a pu se jouer entre mes parents, par exemple. Et avec mes personnages, j'ai aussi pu explorer des lieux dans lesquels mes parents ne sont fort heureusement jamais allés. Et ça m'a permis d'avoir une bien meilleure compréhension de ce qui se joue dans les relations hommes-femmes. And so maybe I'll say one last thing, and that is that this idea of returning back to the land or the place is also returning to community and returning to people we love, and that can be both beautiful and hard at times. Et cette idée de retourner sur un territoire, c'est aussi l'occasion de travailler et de parler des rapports dans la communauté, ce qui se passe quand on retourne dans une communauté, ce qui se passe quand on retourne vers des gens qu'on aime. Et ce n'est pas toujours simple. Alors, je sais que vous attendez avec impatience quelques bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuverie. Alors, je ne vais pas vous donner les 39, mais je vais vous en dire quelques-unes. Et je pense que vous pouvez appliquer ça dans d'autres obsèques. Bois un coup à chaque fois que le pasteur Aole prononce le mot « enfer ». Bois un coup chaque fois qu'il demande si quelqu'un dans la salle veut y aller. Bois un coup chaque fois qu'il regarde un de tes oncles en le disant.
Bois un coup, pardon, à chaque fois que tu vois un de tes cousins pleurer pour la première fois. Bois un verre quand la même 8e cousine au 4e degré révèle qu'à l'instar de ta grand-mère, elle a renoncé au péché charnel. Elle ne veut pas aller en enfer. Elle a été sauvée. Donc, vous pouvez boire un coup. Bois un verre chaque fois qu'elle se rue de l'estrade au cercueil. Bois un verre quand on doit la traîner loin du corps. Bois un verre, enfin à chaque fois il faut boire un verre. Et à la fin il n'y a plus aucune raison. Vous pouvez boire un verre à chaque fois. Et il faut faire voir la belle, c'est une belle collection, c'est une maison d'édition qui est installée à Papeete, à Tahiti, donc c'est pour ça aussi C'est les que plus c'est proches aussi le voisins. paradis. Voilà. Vous avez Et une nouvelle préférée là-dedans? Maybe the Christiana. second one, because it's a young woman who fights birds. She's a cockfighter, and that's a very male and masculine world, and it's illegal. It's not, it's totally not allowed. So she's living in this kind of secret male world, and I love her. Peut-être la deuxième nouvelle, parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui élève des coqs pour des combats de coqs. Donc, c'est un monde évidemment extrêmement masculin, c'est parfaitement illégal, mais donc elle vit dans cette espèce de monde masculin secret et j'adore ce personnage. Eh ben, on va le découvrir, hein. Voilà, c'est ce qu'il nous reste à faire. Maintenant, on va continuer le feuilleton. Alors, maintenant, on va découvrir Merci, on peut l'applaudir, bien sûr. C'est un très beau livre aussi. Et puis Ananda Devi, qui est notre grande amie, romancière et poétesse, native de l'île Maurice. Tu vis toujours à Ferney-Voltaire, en France, Oui. à quelques encablures de Genève. Voilà, on va découvrir ta nouvelle, ton nouveau livre, mais auparavant, je rappelle quand même qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Alors, ce nouveau livre s'intitule Le jour du caméléon. Il a déjà obtenu le prix de la langue française 2023 et en plus je précise que tu viens de recevoir le prix Neustadt 2024 qui est un prix littéraire américain pour l'ensemble de ton œuvre. Bravo. Oui, c'est ça. Bravo. Merci. Alors, on a découvert beaucoup des livres d'Ananda, puisque c'est une habituée de notre festival. Elle a présidé un prix qui n'existe malheureusement plus maintenant, mais que j'aimais beaucoup. C'était le prix Littérature Monde. Tu as intégré, par contre, le jury adulte du prix Ouest France Étonnant Voyageur. Et je vous précise que tout à l'heure, on ne sait pas encore, puisque les 10 jeunes jurés, ça c'est le prix, le jury des jeunes qui décide qui obtient ce prix, ils vont venir tout à l'heure à midi nous annoncer le lauréat. Et je sais que tu fais partie de tous les écrivains qui choisissent les livres en compétition. Tu as eu le prix des 5 continents et prix RFO pour Rêve de ces décombres. Le Sariver a eu le prix Louis Guillou. Le Rire des déesses, le prix Féminin des lycéens. Grand prix du roman métis, prix Ouest France Étonnant Voyageur en 2018 pour Manger l'autre. Et cette année, donc, tu as rejoint ce jury adulte. Alors, on va parler de ce... Tu aimes beaucoup parler dans tes livres, peut-être parce que tu as une formation d'ethnologue. Et de traductrice aussi, très, très sensible donc à l'imbrication des identités, des contradictions de l'espace insulaire, la question brûlante de l'altérité, bien sûr. Alors, Le jour des caméléons est paru chez Grasset en août 2023. Il mêle le réel à l'imaginaire. Ananda donne la voix à son île. Donner la voix à son île, où règne une véritable hiérarchie culturelle, sociale et géographique. L'île qui se raconte même jusqu'à la fin du livre. Alors on va découvrir plusieurs personnages, un oncle et sa nièce, une femme qui vient de quitter son mari, un chef de bande assoiffé de vengeance, et puis une journée où tout va exploser. Tu nous resitues un petit peu l'histoire ? Oui, en fait, tout se passe dans une journée. Et au début de cette journée, une femme d'une 50aine d'années se réveille en se rendant compte qu'elle est habitée par une rage
qu'elle a vécu quasiment toute sa vie alors qu'elle est mariée à un juge. Elle a une vie plutôt bourgeoise, réussie entre guillemets, mais qu'elle a été plus ou moins invisible et inaudible pendant toutes ces années. Et après un geste, disons, maladroit, on pourrait dire, de son mari la veille, elle décide de tout claquer, de partir. Et ce moment de décision, ce jour-là, va rejoindre d'autres parcours, d'autres passages des autres personnages. Donc un oncle, un homme d'une quarantaine d'années, René, qui lui se sent totalement largué, inutile dans la société. Il est dépressif, mais il aime sa nièce Sarah. Et c'est pour elle qu'il va se lever ce jour-là précisément pour aller la déposer à l'école. Elle, Sarah, elle a une dizaine d'années, elle vient d'avoir ses règles, elle est terrifiée et sa mère sourit gentiment, lui disant « Oui, mais tu es une femme maintenant ». Et elle, dans ce moment de transition-là, se sent... elle ne comprend pas et elle n'a pas envie, elle n'aime pas cette idée que ce saignement fait d'elle une femme. Et ces trois personnages vont se rencontrer de manière tout à fait fortuite. Et ils vont arriver sur une plage de l'île qui est le contraire de toutes les images des plages qu'on a de l'île Maurice, donc le paradis justement, paradis tropical, ou comme en Guadeloupe, c'est plus ou moins des univers très proches, où là, au contraire, c'est une plage où, en fait, sans qu'eux, ils le sachent, vont venir se rencontrer deux bandes ennemies. Et ils vont se retrouver au milieu de ce heurt. Et ça va déclencher, en fait, tout ce qui se passe dans cette journée, c'est-à-dire la destruction totale de l'île, mais pas de l'île, plutôt de l'humain sur l'île. Donc c'est un peu une fable d'anticipation, je dirais, mais écologique. Et l'idée est de faire que ce soit l'île qui parle et que c'est elle qui fait gronder ce volcan qui va finir par la débarrasser de ce qu'elle appelle le virus humain. Oui, oui, oui. Et alors, il y a des moments, il y a des moments très, très forts de tendresse. Je pense par exemple à cet oncle René qui est si dépressif, perdant. Il y a des jours, il ne se lève même pas. Et puis finalement, sa sœur Sonia, qui a quelques problèmes elle aussi, va lui demander, dès que la petite a 3 ans, de garder sa nièce. Et ça va créer une affection très, très forte entre lui et cette petite fille. Jusqu'au moment des 10 ans, donc, où se passe cette journée. Tu écris: René a trouvé en l'enfant un centre qui lui avait toujours manqué. Elle a ouvert une brèche dans ses orages, une étincelle minuscule et précieuse. Oui, mais en fait, ces personnages, je les ai vraiment aimés, tout en sachant que je les menais vers la tragédie. Mais c'était un peu cette idée de tragédie grecque et de roman choral où en fait les personnages sont entraînés dans une espèce de tourbillon ou de destinée inexorable, et l'île et les caméléons dont Oui, on va en parler. sont peut-être les cœurs dans le sens CHOEUR de cette tragédie qui sont en train de regarder et de faire se passer les choses aussi. Alors, tu as donné une sorte de pouvoir à Sonia, la mère de cette petite fille. Sonia, qui est une femme qui a peur de tout, en quelque sorte, mais qui a aussi des prémonitions. Oui, je pense qu'il y a aussi quelque part cette énigme de la féminité dont j'ai beaucoup parlé dans beaucoup de mes livres. Donc il y a cette puissance intérieure des femmes, comme chez Sarah ou Sonia, ou même Nandini, cette femme qui va tout quitter et partir, femme de juge. Mais en même temps, comme l'île, elles sont toutes soumises à un pouvoir dominant extrême d'un système. Alors pour les femmes, c'est le système patriarcal
patriarcal, mais pour l'île, c'est le système colonial, c'est cet héritage de l'esclavage, du transport des laboureurs indiens, mais aussi globalement de la mondialisation. Donc je ne parle pas seulement de l'île Maurice là quand je parle de cette montée de violence et aussi ce danger climatique. Je parle du monde entier. On est dans une tourmente et on est sur un volcan qui gronde. Et puis il y a ces gangs, ça m'a fait, je te l'ai dit, ça m'a fait évidemment penser à Haïti, qu'on connaît bien toutes les deux parce qu'on y est allé plusieurs fois. Et ça fait penser à la situation actuelle d'Haïti. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Zig Zig, qui est un petit voyou en fait, hein, une sorte de chef de bande. Qui va s'avérer peut-être, on verra par la suite, vous le découvrirez dans le livre, parce qu'il ne faut pas tout dévoiler, être peut-être pas tout à fait ce qu'il montre. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est un peu la complexité aussi de l'être humain. On est dans un monde où le jugement est hâtif, où on est très vite porté, surtout à travers les réseaux sociaux, à porter un jugement facile et hâtif sans connaître tout ce qui se passe derrière, toute la profondeur de l'histoire et la complexité de l'histoire. Et donc, pour moi, ces personnages sont intensément humains. Donc ceux peut-être pour lesquels on a le plus d'empathie vont à un moment donné avoir prendre une décision qui est terrible, d'une lâcheté terrible, qui va vraiment dérouter le lecteur. Et ceux dont on pense qu'ils sont les plus violents vont avoir peuvent avoir leur moment de rédemption. Donc c'est peut-être là l'espoir qu'on a, c'est que en comprenant les sources de la violence, on pourra peut-être commencer à les résoudre. Mais tant qu'on se laisse emporter comme cela, comme le moment où les deux gangs vont s'affronter, et tout d'un coup, au moment où ils ont leurs mitrailleuses, leurs grenades, ils sont face à un immense centre commercial surmonté d'un écran. Et ils entendent la chanson Fly Me to the Moon de Sinatra. Et là, il y a des publicités de Ferrari, d'objets de luxe, de parfums. Et soudain, à ce moment-là précis, ils se rendent compte, mais l'ennemi, c'est pas nous, l'ennemi, c'est eux. C'est tout ce qu'on nous a interdit d'avoir. Et là, ils vont se retourner contre. C'est une réflexion très, très intéressante sur comment on peut devenir violent, c'est très, très intéressant dans le livre. Alors, quand même, on dit un mot des caméléons, parce que ça donne le titre du livre, Le jour des caméléons. Ce sont des caméléons qui viennent de Madagascar ? Oui, donc ils sont un peu des migrants. Ils sont arrivés sur un rafio de Madagascar, qui est l'île originelle, mais aussi mise en danger par la mondialisation, etc. Et eux, ils ont cette capacité extraordinaire de s'adapter à la nature, de s'adapter au lieu, au point où ils peuvent changer de couleur, se fondre quasiment dans le paysage. D'ailleurs, la couleur est très présente dans tout le livre. Absolument. Et donc, finalement, cette couleur, ça devient aussi un symbole de l'identité, de comment nos enfermements identitaires vont mener à tous ces conflits, alors que le processus d'hybridation ou de métissage et d'adaptation pourrait permettre une autre voie qui, pour moi, était celle que l'île Maurice portait, peut-être, je vais dire ça un peu au passé, parce que pour moi, c'était le grand espoir de cette île microcosme du monde. Mais plus on va en avant, bon, elle n'a pas la violence de Haïti, pas encore, mais ça risque d'arriver plus les écarts se creusent. Donc les caméléons arrivent et eux, ils se rendent compte que l'espèce humaine est en danger et ils se disent, on va attendre. On attend que cette espèce-là s'autodétruise et nous, on reprendra notre place, mais avec une sorte de respect pour cette nature. On ne va pas la détruire, on va l'habiter dans le sens profond d'habiter le monde que nous, humains, perdons, je pense, en grande partie. Voilà, il y a aussi une partie très intéressante vers la fin du livre où l'île se présente
Elle se présente, mais qui suis-je au juste? J'ai eu plusieurs noms. Certains m'ont été donnés par les premiers découvreurs. Les Arabes m'ont nommé Dina Arobi, diversement traduit comme l'île de l'abandon ou l'île de la désolation. Les Portugais, l'île de Cyrne ou l'île du Cygne. D'autres plus prosaïques marquent le début de la véritable ère coloniale. Les Hollandais de triste réputation me nomment Mauritius et déciment le dodo, jusqu'ici sans prédateur avant de s'en aller. Sous la colonisation française qui, elle, me dénude de mes précieux forêts d'ébéniers et les remplace par l'ébène non moins précieuse des corps d'esclaves, je deviens Île-de-France et puis de nouveau île Maurice sous la colonisation anglaise qui ensemence ma terre des graines des laboureurs indiens et qui accueille ma belle diversité humaine. Voilà. Oui, en fait, c'est vrai que l'île qui a existé depuis des millions d'années, des dizaines de millions d'années, en l'espace de 3 siècles, l'humain a détruit sa faune et sa flore complètement. Voilà. Ça s'appelle Le jour du caméléon et je peux vous dire que c'est un très très beau livre aussi. De toute façon, les trois, alors vous pouvez pas faire un choix, il faut tous les prendre. Oui. Voilà, si vous voulez connaître la suite des histoires, ah ben, il n'y a pas d'autre solution. Et tous les précédents aussi. Ah ben, oui, pourquoi pas. Oui. Mais oui, bien sûr. Oui. Voilà. Merci. Donc, je vais rappeler les titres que l'on a évoqués. Le livre d'Estelle Sarabul, Basse Terre, paru chez Liana Lévy. Voilà, je laisse le temps de le prendre à l'image. 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuverie. Christiana Kaoila, traduction de l'américain quand même. Mireille Vignol. Et c'est aux éditions Au Vent des Îles. Au Vent des Îles, très belle maison d'édition avec de très belles couvertures aussi. Et puis le livre d'Ananda Devi, Le jour du caméléon, des caméléons, paru aux éditions Grasset. Voilà. Alors, on va vous remercier d'être venu sur ce plateau.